quand je finissais de me brosser les dents, je gargarisais, je crachais, et ben il pouvait y avoir par exemple des poils, comme des poils de barbe ou de moustache en fait dans ma salive. Quand je prenais mon bain, je pouvais laisser par exemple le jet la bouche ouverte et ça coulait, ça sortait quand même des poils, des trucs comme ça. Aujourd'hui les amis, on reçoit Akira qui a vécu une série d'événements plutôt troublants. Tu étais victime de sorcellerie. C'est ça. De maraboutage, on peut aussi appeler ça comme ça finalement. Exactement. Tu es originaire du Mali, tu as grandi au sein d'une famille nombreuse où la porte était toujours ouverte à tous, sans distinction, et ça c'est assez incroyable. C'est ça, exact. Sauf que voilà, malheureusement, tu vas vivre des événements dans ta vie assez chauds. Ouais, suite au fait que ma porte soit ouverte justement à tout le monde et n'importe qui. Ouais. Tu es aussi passionné de jeux vidéo et entouré d'amis de toute origine et religion. Ta vie semble du coup finalement être une vie banale, ouais, c'est ça, un jeune banal, voilà. Comme tout le monde. Ouais, voilà. Cependant, les choses vont très rapidement prendre une tournure que tu n'imaginais pas. Lorsque tu vas commencer à ressentir des symptômes étranges, tu vas avoir des maladies improbables, quoi, on va dire ça comme ça. Tu disais du coup avant le tournage que ça allait te coûter, ce tournage en particulier. Pourquoi? Du coup, c'est-à-dire que est-ce que quand tu parles de cette histoire-là, que tu vas nous raconter très bientôt, il t'arrive des choses avant le mal, en fait, c'est ça un peu? Ouais, voilà. En fait, je sais pas si c'est psychologique, je ne pense pas. En tout cas, à chaque fois que j'aborde ce sujet, à chaque fois que j'en ai parlé aussi justement dans mes anciennes vidéos ou dans d'autres interviews, à chaque fois que j'aborde ce sujet, la veille, justement avant de me trouver sur le tournage, je commence à avoir des douleurs vraiment intenses au niveau des jambes, le bras, c'est des problèmes de respiration. Ben là, par exemple, actuellement, là, on fait cette interview, il faut savoir que je suis sous plusieurs médicaments, du tramadol, la codéine, etc. quoi, pour tenir le coup, on va dire. Parce que là, t'as mal où là? Là, actuellement, au genou et tout, ça me fait assez mal. Et c'est surtout la partie respiratoire. Alors que tu n'avais pas du tout mal avant hier ou avant-hier? Non, vraiment... je me sentais plutôt bien, on va dire, ces temps-ci. Ouais. Tu avais quel âge au moment des faits, quand tout ça va se passer, les premiers événements vont se passer? Bah, là, on va dire que moi, je ne suis pas très bon en calcul, hein, mais ça s'est passé entre 2009 et 2012. Là, il faut savoir que j'arrive bientôt sur 38 ans. Ok, donc pendant 3 ans, tu vas vivre un petit peu un enfer. C'est ça, exactement. Tu faisais quel métier à cette époque-là? Alors, à l'époque, je travaillais pour boulanger. J'étais un vendeur de télévision tout à fait ordinaire. Ok, c'est bien pour que tu vois les gens un peu le contexte, tu vois, c'est cool. Dans quel décor tout ça va se dérouler? Alors, tout ça va se passer, ces 3 années vont se passer dans la cité des Hautes-Noues, dans le 94, une cité un peu sensible. Ça s'est passé essentiellement, on va dire, dans ma chambre. T'étais encore en appartement? Avec mes amis. Ouais, c'est ça, dans un petit HLM. Dans les Hautes-Noues, il y a très peu d'apparts qui sont aussi grands que le nôtre, enfin qui étaient aussi grands que le nôtre à l'époque, parce qu'entre-temps j'ai déménagé et je vivais avec beaucoup de frères et sœurs à moi. Moi, je fais partie d'une très très grande famille. Bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Tu dis combien? Mais il faut savoir que moi, je suis le 17e enfant, voilà. Je suis le 17e garçon. Incroyable! Il y a 9 filles. Il y a 17 garçons, mais sinon il y a 23 garçons en tout. Il y a 23 garçons en tout, s'il y en a qui sont au bled. Wow, c'est ouf! Ok, incroyable. Okay. Et du coup, mais attends, mais la part de... Après, c'est pas que ma mère, il faut savoir que, voilà, mon père, il a eu plusieurs femmes. Ah, plusieurs femmes, d'accord. Ouais, c'est ça. Mais ma mère, elle, toute seule, respect, elle en a eu 11 quand même. Ouais, elle en a eu 11. 10 garçons, une fille. À la main, 10 garçons, une fille. Trop fort, ok. Comment tu décrirais ton enfance au sein de cette famille nombreuse? Est-ce que tu l'as bien vécu? Est-ce qu'il y avait des moments un petit peu compliqués? Non, honnêtement, superbe enfance. Après, il faut savoir que de base, je suis quelqu'un d'assez fragile et j'ai toujours été protégé. C'est ce qui m'a permis justement, hein, à force d'être protégé, d'être surprotégé même, de me dépasser, on va dire ça, pour sortir un petit peu de ton quotidien, quoi. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Mais honnêtement, c'est le top. Avoir une famille nombreuse, il y en a beaucoup qui pensent aux clichés, c'est difficile, ça fait un peu cassos, etc. Non, vraiment pas, on a eu des parents formidables et chez nous, il n'y avait pas de différence. Il faut savoir que dans les familles polygames, en tout cas chez nous au Mali, il n'y a pas de une mère, c'est ta mère, ton frère, c'est ton demi-frère, il n'y a pas ces trucs-là. Tous les frères et sœurs sont mes frères et sœurs et toutes les mamans sont mes mamans. Il n'y a pas de distinction, pas de différence. Chez nous, on ne fait pas de différence. Mon père, il avait interdit ça. Ça va être quoi du coup le signe, voilà, qui va te faire comprendre que tu es victime peut-être d'un truc assez malsain, que quelqu'un te veut du mal? Pour commencer, j'avais beaucoup de douleurs. Je tombais très souvent malade. Moi, il faut savoir que j'ai des petits soucis de santé, donc je suis parti faire des examens comme d'habitude. À partir de 2009, ça a commencé à vraiment se gâter.
quand on est arrivé vers les périodes des fêtes, etc., je me suis dit que c'était peut-être lié au froid parce que je suis assez sensible, mais en général, ça se voit, on va dire, sur mes examens. Je peux le voir sur les examens parce que je suis suivi dans un hôpital dans le 94, mais bon, bref. Et là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais des douleurs, mais que j'avais jamais eu auparavant. Dans le cadre de ma maladie, parce que comme je te dis, j'ai une maladie, il y a des douleurs que j'ai l'habitude d'avoir, mais là, j'ai eu des douleurs que je n'avais jamais ressenties avant. Et puis, la nuit, j'avais comme des espèces de... Je sais pas, comme un sentiment d'être suivi. J'avais l'impression qu'il y avait souvent une présence... peut-être pas une entité, mais je sentais comme une présence, comme quand on ferme les yeux et on sait qu'il y a une personne dans la pièce. Voilà, j'avais cette sensation et une sale odeur aussi qui me suivait. J'avais beau regarder si c'était dans des vêtements, je sais pas, est-ce que j'avais marché dans quelque chose de sale, c'était pas ça. Même quand je prenais mon bain, quelques minutes, quelques heures après, l'odeur elle se faisait encore plus intense. Donc c'était un truc qui me poursuivait moi. Peut-être que c'était quelque chose, je sais pas, que je pouvais pas percevoir. C'est ça en fait qui m'a, on va dire, qui a commencé à déclencher ma méfiance. C'est quel événement qui va te faire le plus peur, tu vois? Le plus peur, c'est que je me suis rendu compte, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est ce que je te disais, quand j'ai commencé à prendre mes bains, il y avait les rideaux de douche qui bougeaient. Des fois, il y avait comme des gens qui passaient. Je suis quelqu'un d'assez pudique de base, mais j'avais tellement peur que je demandais à ma mère de prendre ma douche, la porte ouverte. Chez nous, ça ne se fait pas, c'est interdit. C'est vraiment la pudeur, on ne rigole pas avec ça. Je fais partie d'une famille musulmane et ça, c'est catégorique. Non, ça ne passe pas chez nous. Mais moi, ma mère, exceptionnellement, on va dire qu'elle m'avait autorisé ça. Et puis, je commençais à me parler tout seul. Je me surprenais moi-même à me parler. Et ça apparaissait en général qu'au niveau de la douche, les salles d'eau. On va dire les toilettes, la salle de bain, vers l'évier. Voilà, je me surprenais souvent à me parler moi-même. Et puis j'avais comme des éclairs de génie à chaque fois que j'étais en contact avec l'eau. Je me suis renseigné sur Internet parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont, on va dire, ils se sentent bien quand ils sont proches de l'eau. Je pensais que c'était ça que je développais, mais en réalité, c'était tout autre. Parce qu'au fur et à mesure, j'entendais une voix qui, au départ, me disait de faire des choses positives et même qui me guidait, on va dire, dans la vie de tous les jours. Même dans le cadre de mon travail, je pouvais avoir des idées. Comme un guide spirituel, en fait? Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça, comme un guide spirituel. Mais avec le temps, on va dire, ça a joué en fait sur mon caractère. Il faut savoir que de base, je suis quelqu'un tout le temps heureux. Vous pouvez le demander à tout le monde. Je suis vraiment quelqu'un qui rigole tout le temps de bonne humeur. J'aime rendre service à tout le monde, mais là, je commençais à me renfermer, justement, de par cette entité, on va dire, qui s'adressait à moi souvent. J'étais devenu beaucoup plus méfiant avec les gens, mais sans raison apparente. Tu te souviens de ce qu'elle te disait, cette entité-là? Oui, bien sûr. Tu commençais à être malveillant, du coup. Ouais. C'est quoi les ça, choses qu'elle te disait? Par exemple, il y a une personne avec qui ça a été très loin, justement, dans ma cité, avec qui j'avais, on va dire, pas trop d'affinité, mais on se supportait, parce que c'est comme ça, dans le quartier d'où je viens, on va dire, on apprend à se forger très jeune. Mais plus le temps passait, plus les liens entre cette personne et moi se dégradaient. En temps normal, j'arrivais à prendre sur moi, encore une fois, comme je dis, mais là, depuis que, on va dire que j'avais comme un contact avec cette entité, depuis que j'écoutais un petit peu, chez nous on dit les West-West, ça s'appelle les West-West, le fait de parler à l'oreille, parce que c'est littéralement comme ça que je l'entendais à l'oreille. Depuis que justement j'écoutais cette entité, c'était plus en gros, s'il vient, colle-lui un pain, fonce-lui dedans. C'était des trucs vraiment bizarres. Je pouvais avoir des images où je me voyais lui enfoncer mes doigts dans les yeux, des trucs bizarres. On va dire des trucs assez hard. Et encore là, je limite parce qu'on est filmé. Ouais. Mais j'avais des idées vraiment malsaines quand je me retrouvais face à des personnes avec qui je ne m'entendais pas. On va dire ça comme ça. Tu aurais pu tuer quelqu'un, tu penses, quand tu étais... Enfin, en vrai, là, tu nous décris vraiment une forme, c'est un peu de possession, quoi, en fait. Comme si tu étais possédé par quelque chose. Un peu. Ouais, honnêtement, je pense que j'aurais pu tuer quelqu'un et j'ai vu quelqu'un, hein, parce que je commence à prendre peur. De base, je suis quelqu'un de très confiant et ça, tout le monde peut le confirmer aussi. Hein. Je fais du sport, je suis un très grand sportif, justement pour stabiliser ma maladie. Mais là, je me suis quand même déplacé voir mon professeur, parce que je suis suivi par un professeur en génétique pour ma maladie. Et il m'a orienté vers un psychologue. Et c'est là-bas que j'ai commencé à lâcher du lest. Et on m'a dit que c'était peut-être même psychiatrique au début. Je me suis rapproché d'un autre organisme médical. J'ai eu quelques petits médicaments, mais c'était pas lié. En fait, il y avait certains symptômes que je ne cochais pas. J'ai commencé à essayer de savoir, en fait, à gauche et à droite, si c'était pas un truc, on va dire,
spirituel. Il faut savoir que dans la période de 2009 à 2012, j'étais pas du tout spirituel, bien au contraire. Je me rappelle même d'un événement qui est assez triste pour moi. J'étais sorti de chez moi en furie, justement, en écoutant ces voix. Et dans le quartier, il y a des gens qui font des rappels, qui vous rappellent à la bonne parole, etc. Un peu comme les témoins de Jéhovah, des frères muses là, qui venaient me voir. Et j'avais pété un câble, j'avais explosé. Ce jour-là, je m'étais pris la tête chez moi avec un de mes grands frères. Et il m'avait giflé. Il m'avait giflé parce qu'il ne me retrouvait plus, en fait. Pour me faire revenir à la raison, je suis sorti dehors et j'avais hurlé quelque chose comme, en gros, je suis pas un musulman et j'espère que je serai la pire créature que la terre ait portée. J'avais dit ça à un frère muse. Et ça l'avait vraiment attristé parce qu'il m'aimait beaucoup. Il essaie en gros, de comprendre ce changement de comportement. Ils vont essayer de t'aider ta famille ou pas? Ouais, ma famille, j'étais plutôt pudique. J'en parlais à ma mère, on va dire, en catimini. Et un soir, j'ai abordé le sujet avec mon père, paix à son âme. Et lui, c'est bizarre, mais il était un peu catégorique. Il ne voulait pas que j'aille voir quelqu'un. Il me disait que si j'ai un problème, je dois le régler avec Dieu, en gros. Il fallait que je me mette un peu plus dans la prière. Et peut-être qu'aussi, du fait que j'avais quelques petits problèmes de santé, c'était peut-être psychologique. Mon père, c'était quelqu'un de pieux, certes, mais de très terre-à-terre avant tout. Ça va être quoi l'événement qui va te faire prendre conscience que là, il faut que tu ailles voir quelqu'un, un exorciste, tu vois, quelqu'un qui t'aide vraiment pour ça, parce que là, c'est chaud, tu vois. Alors, l'événement, en fait, c'est que plus le temps passait et plus les événements ont fait que, en fait, par la force des choses, on va dire, j'ai pas eu le choix. Mon état de santé, il s'est dégradé à tel point qu'en 2009, j'ai été en réanimation et ensuite en 2012. Encore une fois, je dis c'était des symptômes très bizarres. Quand je finissais de me brosser les dents, je gargarisais, je crachais, et ben, il pouvait y avoir, par exemple, des poils, comme des poils de barbe ou de moustache, en fait, dans ma salive. Quand je prenais mon bain, je pouvais laisser, par exemple, le jet la bouche ouverte, et ça coulait, ça sortait quand même des poils, des trucs comme ça. J'en ai parlé à ma copine de l'époque, que tout le monde appelait Madame Curieuse, et elle me suivait. C'était quelqu'un qui aimait bien me suivre, essayer de savoir ce que je faisais. Parce qu'elle s'inquiétait avant tout pour ma santé. Et elle voyait bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je pense que c'était aussi pour ça. De base, c'est quelqu'un qui fouille dans mes affaires, on va dire ça comme ça. Ça ne m'a jamais vraiment dérangé parce que, on va dire, je sais ce que je faisais, plus ou moins. Ça va être quoi, elle? Parce qu'elle va avoir aussi du coup des symptômes comme toi, en fait. Tu vas avoir peur pour elle? En fait, il faut savoir que les symptômes, d'abord, c'était plus sur moi que ça a commencé. Et il y a un jour, en fait, Madame Curieuse, justement ma copine, là, je prenais mon bain et je laissais tout le temps la porte ouverte. Chez nous, tout le monde peut rentrer. Vraiment, il y a même une fois, je me rappelle d'une fois, une anecdote, il y a un mec avec son chien qui est venu, c'était un SDF, littéralement c'était un SDF, il est venu toquer chez nous et il a demandé si mon père, il pouvait lui offrir le gîte et le couvert. Mon père, il lui a dit oui, parce qu'on était réputé, en tout cas ma famille, mon père, plus personnellement, il était réputé pour être quelqu'un de très accueillant. Un jour, juste au détour, je venais de finir ma douche, j'ai surpris ma copine en train de hurler. Elle avait ouvert mon armoire dans ma chambre et derrière ma trousse de toilette, il y avait une boule de vêtements, etc. C'était jamais rangé, j'étais dans une phase où c'était n'importe quoi. Elle a trouvé quelque chose qui s'apparente à un gris-gris, mais c'est pas vraiment ça, parce qu'il y a des gris-gris qui ont une petite odeur en peau de bête. Souvent, vous voyez, les lutteurs sénégalais, ils en mettent au niveau des bras, des jambes, etc. avant de faire un combat. Là, ça ressemblait à ça, mais c'était vraiment tressé, enroulé. Une sorte de talisman C'est ça, une espèce de talisman en cuir marron clair. Suite à ça, j'ai appelé un mec de la mosquée. J'ai pété un câble, j'ai appelé un mec de la mosquée. Je lui ai dit, écoute, frérot, j'ai trouvé un truc chez moi. Et est-ce que ça pourrait être, selon toi, lié à tous mes symptômes? On a attendu le retour de ce gars-là parce qu'il fallait qu'il se renseigne avec quelqu'un qui a des vraies compétences. À la suite de ça, on s'est rencontrés, on est sortis dehors en extérieur. Il fallait qu'on trouve un coin d'herbe, je ne sais pas pourquoi, en tout cas moi j'ai suivi ce qu'il m'a dit de faire. Et on devait détruire ce talisman, il y avait beaucoup de choses à faire pour le détruire, je ne me rappelle plus exactement. Mais je sais que c'était à l'arrière de mon quartier, il y avait du monde d'ailleurs. On a d'abord commencé à détresser le talisman et à l'intérieur, il y avait un papier, je ne pourrais jamais oublier, je ne l'oublierai jamais. D'ailleurs, je crois que je l'ai en photo ou je ne sais plus, mais je ne pourrais jamais oublier. C'était un papier plié, mais vraiment plié, comme si quelqu'un avait mis vraiment de la force. Parce que quand on l'a déplié, il était assez impressionnant, avec beaucoup d'écritures en arabe et des écritures en hébreu en son centre. Et quand je lui ai demandé de me traduire ce truc-là, il n'a pas voulu. Il m'a dit « ouais, je comprends pas trop, je sais pas trop ce que c'est et tout ça ». Et
J'ai demandé justement à un autre mec, parce que moi je sais pas lire l'arabe, ce qui était, il m'a dit c'est ouf. Ça ressemblait à des trucs bienveillants, il a dit il y avait même comme des passages du Coran aussi dedans. Après il faut savoir que pour la sorcellerie en général, on va utiliser plusieurs langues et on va mélanger le propre avec le sale. En général c'est ça. À la suite de ça, on a dû essayer de brûler le papier et je sais que c'est vraiment bizarre. Mais ça, il y a plein de gens qui s'en souviennent dans la cité de Haute-Nou. Il y en a plein qui s'en souviennent, en tout cas les gens qui étaient là sur place. On a galéré à couper à faire brûler ce papier. On n'a pas réussi. C'était impossible parce qu'on nous a dit que d'abord il fallait le mettre dans l'eau et estomper les mots, en gros, parce que c'était écrit comme à la peinture, etc. Et on n'a pas réussi. Je sais pas, ça voulait pas brûler. Ça a fait un truc bizarre. On a fini au final par y arriver. Je me rappelle plus comment, mais. Au bout de combien de temps ça a duré tout ça? Franchement, c'était hyper long. Et mon pote justement d'enfance, c'est un événement qui l'a vraiment marqué. Parce que non seulement le papier, il a mis beaucoup de temps à brûler, quoi, à prendre feu, et c'était encore pire avec le petit truc en peau de bête là, qui entourait tout ça. C'était vraiment étrange et je me rappelle que ça a dégagé une fumée vraiment folle. Au final, on a fini par détruire ce talisman. Et chose étrange, du fait peut-être que ma copine, elle avait touché le talisman avec ses mains, quelques temps après, elle a commencé à avoir une alopécie, mais vraiment... Quand elle dormait la nuit, elle commençait à avoir des chuchotements à l'oreille et elle faisait des rêves incestueux avec des membres de sa famille. Pareil, elle commençait à être très colérique, à tel point qu'elle et moi, ça n'allait plus. Et c'est ça, en fait, qui m'a, on va dire, poussé à aller voir un professionnel. Parce qu'à la suite de cet événement, je me suis dit, bon, c'est fini, on a détruit ce talisman. Tout va aller mieux. Tout va aller mieux. Mais moi, on me poussait, en fait, les frères de la mosquée me poussaient à aller voir, on va dire, un spécialiste, quelqu'un qui fait, entre guillemets, de l'exorcisme pour savoir si j'avais pas quelque chose en moi. Ça va être quoi les pires symptômes de ta copine qu'elle va vivre? Ça va être ça, cette perte de cheveux? Honnêtement, il y en a d'autres franchement, l'alopécie, pour moi, c'était le symptôme. C'est vraiment, elle mettait sa main et elle arrachait. Je me rappelle qu'une fois, elle m'avait appelé en visio et elle hurlait, elle pleurait parce qu'elle prenait des touffes de cheveux dans sa main. Au début, on est parti dans un centre sur Paris, justement, spécialisé dans ça. Ils ont tout essayé. Et je sais que c'était autre chose. Moi, au fond de moi, je savais que c'était autre chose. Et il y a un truc que je lui ai jamais vraiment dit, ça va la faire sourire, mais elle avait une forte haleine. Elle avait une haleine... je la connais, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, etc. Et elle avait une espèce d'haleine, une odeur corporelle qui était devenue... C'était la même odeur ou pas que tu sentais? Non, justement, c'est pas la même odeur. Et c'est ça qui me donnait des doutes. C'était pas la même odeur que moi, d'ailleurs, j'avais toujours. J'avais une odeur corporelle qui me suivait toujours. Cette odeur corporelle, comment tu pourrais la décrire aux gens, tu sais, qui regarderaient ou qui écouteraient ce format? Comment tu pourrais la décrire? C'est quoi une odeur de bouc d'animal? L'animal, le bouc, ouais. J'aime bien aller aux zoos, les trucs comme ça avec ma fille, parce que j'ai un enfant. C'est vraiment l'odeur des animaux à cornes, là, ouais, l'odeur qu'on a au cirque, dans les zoos et tout ça. C'est ça, c'est une odeur d'un animal, ouais, c'est ça. C'est à peu près la même odeur d'ailleurs que je retrouvais sur ce petit bout de cuir. C'est exactement la même odeur. C'est ça qui me poursuivait. Mais pourtant, ce qui est bizarre, c'est que j'ai fait plusieurs rêves, je ne sais pas si c'est des rêves ou si c'est réel, j'ai eu l'impression que je me baladais avec ce truc-là. Comment ça? Tu portais ce truc-là? En fait, comme je te disais, j'avais toujours une sale odeur qui me suivait. Voilà, et c'était la même odeur qui se retrouvait sur ce petit talisman. Et dans mes souvenirs, je ne suis pas sûr de ça, c'est pour ça. Et je dis jamais quelque chose quand je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que je le portais sur moi, que instinctivement je le prenais comme si c'était un téléphone portable, comme si je savais où il se trouvait en fait cet objet. Après, à la suite de ça, on a été justement à la séance de Rokia. Là. On va faire appel à quelqu'un qui a des compétences particulières, un peu comme pour un prêtre, hein, et il est lui à même de pouvoir essayer de sortir ces entités. Voilà, de notre corps. Du coup, tu vas le voir, il va te dire quoi, ce monsieur? La première fois que je suis arrivé, ce qui vraiment m'a choqué, c'est qu'on est parti avec 3 personnes. Moi, ma copine et le frère de la mosquée que j'avais appelé. C'est lui, justement, qui me recommandait fortement d'aller voir cette personne. Arrivé chez la personne qui était en charge de faire cette petite séance, on va dire, sur nous, il nous a demandé de retirer nos chaussures et tout. Et quand on est arrivé dans l'entrée, la première chose qu'il a dit à ma copine, elle devait être voilée. Donc il ne pouvait pas la voir. Et il n'était au courant d'absolument rien. Il lui a posé quelques questions et il lui a dit « Toi, tu perds beaucoup de cheveux, c'est ça ?» Et c'était exactement ça. Ce n'est pas un voyant, loin de là, mais je pense que soit c'est des questions qu'il doit poser de base pour savoir s'il y a réellement une sorcellerie, ou soit, franchement, jusqu'à aujourd'hui, pas vraiment d'explication et je ne suis pas rentré, on va dire,
dans les détails avec cette personne, je suis resté assez respectueux de sa personne. Il nous avait demandé d'emmener des objets simples et des condiments. Il nous a demandé de ramener de l'eau. Donc on avait chacun des packs d'eau, de l'huile d'olive et ouais, je crois que c'était tout. Je crois qu'il y avait 2-3 ingrédients. Ça a commencé en premier, il n'a pas perdu de temps, il a commencé en premier la séance avec ma copine parce que moi j'avais peur. En fait, je me sentais mal et j'avais des maux de tête un peu comme là, hein. Au moment où je te parle, j'ai des maux de tête. Tu bois un peu d'eau? Non, ça passera, c'est quelque chose qui part, qui vient. T'en fais pas, c'est pas un truc invivable. Voilà, j'avais comme des petits maux de tête. Moi, souvent quand je suis mal à l'aise, ça me donne cette sensation. C'est peut-être parce que je suis mal à l'aise de parler de ce sujet. Et quand on est arrivé là-bas, je commençais à avoir des petits maux de tête et tout. Et il a vu que je voulais pas passer en premier. Et dans tous les cas, il m'a dit que j'étais trop agité pour commencer. T'as pas culpabilisé d'envoyer d'abord ta copine? Je t'ai pas dit? Honnêtement, non, parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, elle est terre à terre. Et comme je te le disais juste avant, c'est quelqu'un de vraiment téméraire. Tout le monde l'appelait par des surnoms, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a peur de rien en général. Et elle ne croyait pas vraiment à la religion, elle. Donc du coup, il a commencé à réciter, faire des choses avec l'huile et l'eau. Je ne sais plus exactement le déroulement du truc, je ne vais pas t'inventer, tu vois, le déroulement exact sur elle. Et après, elle s'est mise à vomir une substance verte. Et je pense que là, ça l'a choquée. Parce qu'elle a pris comme une panique. Et ensuite, il lui a dit que, selon lui, la séance était finie avec elle, mais qu'elle devrait quand même continuer quelques petits trucs, un petit suivi. Il lui avait donné voilà, quelques petites choses à faire. Après ça, je ne me rappelle plus vraiment. Ensuite, il a décidé de commencer avec moi. Et il y a une chose qui m'a marqué, c'est qu'il m'a demandé de m'allonger, moi. J'étais dans une position différente de celle de ma copine parce que j'étais mal, j'étais pas bien, j'étais agité. Je me souviens de bribes. Il y a un moment où je l'ai vu sur moi avec le frère de la mosquée qui me tenait les bras et ma copine les jambes. Donc je sais que j'ai été agité et puis de toute façon ils me l'ont dit. Ils ne sont jamais vraiment rentrés dans les détails, je pense, par respect. Parce que je suis quelqu'un, comme je te le dis, d'assez pudique sur les trucs comme ça. Et puis j'étais comme dans une espèce de colère à ce moment-là. Et je voulais peut-être pas m'avouer que j'avais quelque chose. Et quand il utilisait des objets de la vie courante comme une cuillère en bois sur moi, j'avais des réactions bizarres, beaucoup de contractions musculaires involontaires, ces choses-là. J'ai eu beaucoup de trucs comme ça. J'ai un peu tremblé. Il a stoppé la séance. Il m'a demandé de me calmer et de placer ma confiance uniquement en Dieu et pas en lui, qu'en gros, lui, c'était simplement un intermédiaire. J'ai réussi un peu à me calmer. Ils m'ont parlé pendant un petit moment. Il a recommencé à faire des invocations, à réciter des choses au-dessus de moi. Je me sentais mal, j'étais agité. Et je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. J'ai eu comme un petit trou noir. Je sais des dires du frère de la mosquée, du mec qui a fait la séance et de ma copine, que j'ai dit des choses, que j'ai parlé. Et en gros, ce qui en est ressorti, c'est qu'il y avait une entité, plusieurs entités dans moi et qu'ils étaient au nombre de 33 et qui se trouvaient au niveau de mon nombril. Et chez les musulmans ou les chrétiens un peu partout, vous voyez, il y a un chapelet. Il m'a dit que ces entités-là, on dit qu'ils étaient dans mon nombril et qui faisaient cette forme-là. En fait, ils étaient postés comme une forme de chapelet au niveau de mon nombril. Il y a un truc qui est ouf, c'est que physiquement, il m'a dit qu'il a comme essayé de les faire sortir. J'ai comme eu l'impression que j'étais relié à ce moment-là avec un fil ou un câble invisible au niveau de mon nombril. Ça, par contre, ça, tu l'as ressenti, cette sensation physique, je l'ai ressentie et elle est restée un temps. Vraiment comme si, par exemple, je t'appuyais fortement, par exemple, sur une zone de ton corps. Tu vas la ressentir, tu vas ressentir cette sensation. Voilà, je l'ai senti pendant tout le temps où j'étais chez cette personne. J'ai un petit peu pété un câble, on va dire ça comme ça. Ils ont essayé de me calmer, mais c'est quelqu'un de bienveillant. Parce qu'il existe beaucoup de charlatans, mais lui, vraiment, c'est quelqu'un de bienveillant. D'ailleurs, je tiens à préciser, on n'a pas payé, la séance était entièrement gratuite, parce qu'aujourd'hui, on voit tout, des gens qu'il faut payer, tout. Non. Il faut faire attention, voilà, faut faire de la prévention aussi aux gens. Oui, il y a beaucoup de personnes qui se foutent de C'est ça, exactement. De toute façon, il y a des signes très simples pour savoir. En général, les gens qui vont faire ce type de séance sur vous, ce n'est pas payant. Voilà, c'est pas payant, ça ne peut jamais être payant. Et il va demander que des aliments simples comme de l'eau, de l'huile. Il va pas demander des trucs, de la poudre de perlimpinpin et tout. Non, ça, il fait pas ces choses-là. En général, il travaille qu'avec un livre saint, c'est tout. Voilà, suite à ça, j'ai pris peur, j'ai fui. Et pendant plusieurs mois, cette personne a essayé de me recontacter en m'envoyant jusqu'à des mails carrément, parce que je répondais plus aux textos, aux appels. Et t'es parti comme ça, t'as claqué la porte? Ouais, voilà, ils m'ont un peu couru après moi dans les escaliers et tout.
pour me calmer, mais en fait, je les ai pressés, on va dire ça comme ça. Je les ai pressés. C'est pas vraiment j'ai couru, mais c'est vraiment je les ai pressés au niveau de la porte. Il fallait que je parte. T'étais conscient de ça ou pas? Ouais, j'étais conscient. Et le lendemain, c'est même dans mon dossier médical, j'ai fait une crise. Comme j'en avais pas fait depuis un bon moment, j'ai été hospitalisé. Et tu vas faire aussi, comme tu m'expliquais tout à l'heure en off, tu sais, pas mal de comas, c'est ça? C'est ça, ouais. T'en as fait combien de comas? 2000, ouais. En fait, il faut savoir que j'ai fait en 2000 simplement un passage. On va dire que c'était volontaire, tu vois, c'était médical. Mais en 2009 et 2012, c'était malheureusement des réanimations totalement hors de contrôle, quoi. C'est arrivé. La première fois, j'avais des problèmes au niveau respiratoire. Après, peut-être que ça peut être lié aussi à ma maladie. Ça, je ne l'exclus pas du tout, parce que ça peut arriver. Mais en 2012, je me rappellerai, toute ma vie, il y avait des trucs un peu avant-coureurs, des signes avant-coureurs. J'avais des saignements de nez, tout ça, des trucs un petit peu étranges. Comme aujourd'hui d'ailleurs, avant de venir te voir. Si par exemple, même là, je prends un mouchoir, je me mouche, je sais que je vais saigner du nez. Et dès que j'aborde le sujet ou dès que je parle de ça, j'ai systématiquement des douleurs qui vont... Comme des douleurs, si tu veux, fantômes, qui vont se rappeler, on va dire. Encore une fois, comme je te dis, ça me coûte énormément d'en parler. C'est pas pour ça que justement, je dois arrêter de raconter cette histoire. Des fois, je me dis que je devrais arrêter d'en parler, mais au fond, il y a quelque chose qui me dit que je ne serais pas le maître, on va dire, de ma propre personne si je faisais ça. Donc ça veut dire que là, il t'arrive encore par moment de vivre des trucs un petit peu bizarres. Très souvent. Donc c'est pas fini en fait. Toujours. Même là, j'ai passé un entretien, ce que je te disais plus tôt, justement pour un boulot. Il suffit que je rentre dans la douche, il faut que j'éteigne la musique. Il faut qu'il n'y ait rien, il n'y a pas de bruit chez moi, pas de musique, pas de télé. Une fois que je suis dans la douche, je peux avoir énormément d'idées. Par exemple, je vais m'asseoir dans mon canapé, je vais avoir une réflexion sur quelque chose. Ça peut être un problème lié au travail ou à la vie courante. Je ne vais pas trouver de solution, je vais dans la douche. Cette petite entité ou cette chose, je vais avoir comme des insufflations, voilà, qui vont me donner la solution. C'est pour ça que j'ai l'impression que des fois, c'est pas malveillant, mais la personne qui avait fait justement cette petite séance de Rokia sur moi, il m'avait dit qu'il fallait faire très attention, parce que justement, c'est des entités très pernicieuses. Elles peuvent faire semblant qu'on est limite amis pour mieux nous faire du mal. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, malgré que j'ai fait cette séance abrégée, j'ai toujours parfois des bribes, mais c'est beaucoup moins qu'avant, je me contrôle. Je suis beaucoup moins nerveux, mais il peut arriver parfois que j'ai des épisodes de très grande nervosité. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais des soucis avec voilà, une personne en particulier. Dans mon quartier, de toute façon, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est impossible. Il faut savoir que, comme je te le disais, de base, je suis quelqu'un qui a toujours appris à me défendre. Mes parents, ils m'ont toujours appris à me défendre. Mes grands frères, ils m'ont toujours appris à me défendre. J'ai jamais été une victime. Chez nous, c'est interdit. J'ai croisé cette personne avec qui j'avais, on va dire, des petits soucis, on va dire. Bizarrement, je commence à avoir, comme je te le disais, je crois que je te l'ai dit tout à l'heure, je commence à avoir comme des mots qui me disaient de lui faire des choses, mais directement. C'était pas, ouais, insulte-le ou autre. Non, ça veut dire, c'était plutôt des actions. Prends tes doigts, enfonce-lui dans les yeux. Comme un diable en fait qui te parle et qui lui dit fais ça. Un petit peu comme dans les dessins animés. C'est ça, comme dans Spider-Man un peu, c'est quand t'as le diable là. Ouais, voilà. J'avais envie de lui enfoncer mes doigts dans les yeux. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a eu une escalade de violence. Moi, j'étais au boulot et je traînais avec un ami qui s'appelle Kevin, au passage, je lui passe le big up. On va dire, c'est pas qu'il se faisait racketter, mais un peu harcelé par la personne avec qui je m'entendais pas. J'ai pété un câble parce qu'il avait appelé justement sur le fixe de mon employeur. J'ai répondu, il m'a dit ouais, il est monté dans ta voiture, il a fait des dégradations, il a fait des choses mauvaises en gros. Et il a surtout entaché mon nom de famille. J'ai pété un câble, j'ai quitté mon travail. À la suite de cet événement, il y a beaucoup d'épisodes noirs, on va dire de flou, où je ne me rappelle plus. J'ai fini par me procurer une arme, j'en suis pas fier, mais j'ai fini par me procurer une arme. Comment tu t'en es procuré ? Ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce serait un truc de ouf, mais on va dire, voilà, dans les quartiers, on sait comment faire. Ah, tu sais comment faire? Ouais, voilà. Même toi, tu marches une journée, tu sais. Ah ouais? Ok. Après m'être procuré cette arme, malheureusement, j'ai croisé cette personne. Au début, j'ai essayé d'avoir des explications avec lui, mais c'est quelqu'un qui a un bon niveau. Il fait du MMA, il sait se bagarrer. Voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez lucide, en tout cas dans les situations. Je sais que même si je fais 1m89, je suis assez costaud, je sais me défendre, encore une fois comme je t'ai dit. Je ne suis pas un spécialiste, mais lui, c'en est un vrai.
C'est-à-dire qu'il a vraiment des titres. Et jusqu'à aujourd'hui, sur les réseaux, voilà, je vais taire son nom parce que... Voilà, mais c'est quelqu'un d'assez connu. Je sais que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va me lancer dans un combat si je sais qu'il est perdu d'avance. Je suis comme ça. Le ton est monté, justement. On a eu un échange assez houleux. Et c'est quelqu'un d'assez vicieux. Il est assez vicieux. Il rentrait justement du sport. Il avait un sac de sport avec des haltères. Il m'a mis un coup. Il m'a fait une balayette. Je suis tombé par terre. Là, j'ai pété un câble. Je suis devenu vraiment fou. Dans ma sacoche, j'avais un espèce de canifle. J'ai essayé de le planter comme dans les films. Et il était vif comme dans les films. Il a esquivé, etc. Les gens du quartier, ils nous ont séparés. Je suis rentré chez moi, je me rappelle d'une chose, c'est que j'ai fait 2 prières, 2 rakats chez nous, en fait une prière de 2 unités. Et je me suis dit, de toute façon là, tu vas en prison. C'était un moment où rien n'allait, ma santé n'allait pas, je devenais limite fou, je voyais un psychologue, je me suis dit, tout va s'arrêter aujourd'hui. J'ai pris mon flingue, j'avais retiré mon t-shirt comme en Amérique. J'étais dans un sale mood. Je suis sorti et... vite fait, une petite anecdote avant. Il faut savoir qu'à la suite de ce qui s'est passé, j'avais des coupures, des marques partout sur mon corps. Et j'ai su plus tard, en fait, par des gens de la cité, que je fonçais, je marchais tout droit. C'est-à-dire que quand il y avait un mur, un poteau, je me raflais, je me cognais. C'est pour te dire dans quel état de colère j'étais. Je me suis retrouvé face à lui. Heureusement que le mec était loin, au niveau de la boulangerie de mon quartier. J'ai tiré la première fois, ça a brisé la vitre et tout. Et on avait un petit poste de proximité où on faisait les pièces d'identité. Voilà, je l'ai poursuivi jusque-là. Ça a fait une foule immense. J'ai été limite évacué. Et puis après, il y a eu des négociations entre nos 2 familles. Aujourd'hui, je lui passe un big up. Ouais, c'est quelqu'un avec qui on s'entend très bien. Il sait, il comprend. On s'est revus il n'y a pas très longtemps, comme je te disais tout à l'heure. Tant mieux, ça va mieux alors. Pour un décès, ouais. Et il sait que j'avais des problèmes. Je pense à ce moment-là. On aurait pu, on va dire, limite en finir avec les points comme tout le monde. Mais là, ça avait pris des proportions, même moi, qui ne me ressemblaient pas. Honnêtement, qui ne me ressemblaient pas. Et donc, ça ne va jamais s'arranger tout ça. Tu ne vas jamais, même là encore aujourd'hui, trouver une solution à ça. Pour moi, j'ai quand même trouvé une solution parce que je suis beaucoup plus apaisé. Il faut savoir que Madame Curieuse, c'est quelqu'un qui m'a mis dans le sport, le yoga. À chaque fois, je critique quand je ne connais pas. Ça, c'est un gros défaut chez moi. Et aujourd'hui, je fais beaucoup d'exercices de respiration. Et je me suis rendu compte que ça fonctionne plutôt pas mal. Il m'arrive parfois d'avoir des épisodes de très grande colère. Mais quand c'est comme ça, je reste chez moi ou bien j'essaye de prier, j'essaye de m'isoler, j'essaye de prendre l'air, faire un petit peu de marche, du sport, des pompes. J'essaye de créer du contenu. En tout cas, j'essaye de me remplir l'esprit. Je ne reste jamais l'esprit vide. Et dès que j'ai des idées noires, je me précipite chez ma mère. D'ailleurs, si je ne l'avais pas aujourd'hui, je pense que là, je serais en psychiatrie, c'est sûr et certain. Je serais en psychiatrie si je n'avais pas ma mère. Même dans ma vie sexuelle, des fois, il y a des choses... étranges qui vont venir dans ma tête. On va dire, si j'ai pris une douche avant, c'est un peu bizarre. Là, même pendant tes, on va dire, rapports sexuels, bon, ça c'est très intime, mais... Ouais, non, mais tu peux aborder le sujet sans problème. Donc même tes rapports sexuels, il va t'arriver des idées, Non, ça va pas être pendant le rapport sexuel, ça, non. Par exemple, tu sais, tu finis d'avoir un rapport sexuel, tu vas prendre une douche, par exemple. Là, je vais entendre des mots où t'aurais dû faire ça, ce serait bien si tu fais ça, des trucs un peu étranges des fois. Ça, comme des petites voix, tu vois, c'est très rare. Et là, dernièrement, j'ai eu un épisode où j'entendais sans arrêt, la voix d'un enfant chez moi. C'était super désagréable quand je prenais ma douche. Donc à chaque fois, je tirais le rideau de douche. Et vu que j'ai une petite fille, je me demandais, est-ce que c'est pas elle qui, je sais pas, par magie, elle est venue de l'école toute seule? Mais en fait, c'est pas ça. C'est le seul événement que j'ai eu dernièrement, on va dire, qui m'a marqué, qui fait que je reste toujours un peu méfiant, tu vois, que ça puisse revenir fort, on va dire ça comme ça. Tu penses que c'est qui t'a fait ça? Cette malédiction qui te l'a lancée? Eh ben, tu sais, voilà, là, en fait, je réfléchis. Ah si, je dis le nom ou pas, mais je le dirai pas pour l'instant. Non, le dis pas, c'est pas pour l'instant, je le important. dirai pas, mais avec le temps, avec la réflexion, je pense savoir qui m'a fait ça. Un proche à toi? Ouais, je pense. C'est ma famille, ouais, on peut dire que je considère comme ma famille. Et tu sais, je vais te dire un autre truc, c'est que, on va dire, le monde est bien fait. J'ai croisé une personne qui a quitté mon quartier, et il était dans un état d'ivresse. Et moi, je suis toujours bienveillant avec les personnes que je connais, que je côtoie, et je lui ai proposé de le déposer. Il m'a dit non, mais il était très bavard. Souvent, les gens, quand ils sont sous alcool, ils sont très bavards. Il était très bavard, et il m'avait dit que
justement pendant cette période de 2009 et 2012, et c'est un truc qui m'attriste jusqu'à aujourd'hui, il y a eu comme une espèce de réunion sur moi où beaucoup de personnes me voulaient du mal. Et il y avait des discussions où, voilà, en gros, je leur foutais un peu la haine. Et pourtant... Pour quelle raison? Ils étaient jaloux de voilà. toi? Franchement, je sais pas. En tout cas, il faut savoir que j'ai jamais été plus riche qu'eux. J'ai jamais... tu sais, dans les quartiers, ça joue, gérer des meufs et tout. Je pense pas que j'avais plus de succès que d'autres. Tu vas conseiller quoi? Enfin, c'est quoi le premier conseil là que tu donnerais à des personnes, tu vois, qui seraient victimes de maraboutage ou de sorcellerie? C'est quoi le premier truc à faire, tu penses, pour qu'ils se sortent de ça? Même si toi, malheureusement, tu t'en es pas encore sorti. Le bon conseil que je donnerais aux gens, c'est d'éviter de faire rentrer tout le monde et n'importe qui. Peu importe que ce soit culturel ou religieux ou que ce soit, on va dire, une habitude familiale, ne le faites pas en réalité. Parce qu'une fois qu'on ouvre la porte à des gens, on ouvre aussi la porte quelque part à notre intimité. Et une fois que ces gens-là sont entrés dans notre intimité, c'est définitif, il n'y a plus de retour en arrière. Il suffit d'avoir le dos tourné ou un jour d'avoir, on va dire, une période où on est moins attentif. Si cette personne nous veut du mal, pour une raison quelconque, ben, on est complètement à la merci de la personne, on va dire, malveillante, quoi. Donc c'est ça, ce serait vraiment le conseil que je donnerais. Il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Moi, j'ai connu des amis depuis, on va dire, l'enfance jusqu'à maintenant. Je suis quelqu'un qui entre bientôt dans la quarantaine. Hein? Et ouais, ça se voit pas comme ça. T'as quel âge? J'arrive sur 38 ans. Ça se voit pas, ouais. Ça se voit Attends, pas. t'as 38 ans? Ça, c'est la force des Maliens, ça. Mais c'est pas vrai, 30... Ouais. Alors, je crois que c'est l'info qui m'a le plus choqué, là. Ouais, Je pense que les gens seront choqués aussi. Ouais. Je pense que mon cas, il n'est pas isolé. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ça. J'ai raconté une autre histoire et qui a fait grand bruit dans la ville de Champigny. Et il y a deux filles, en rapide, je te le dis vraiment. Ouais, rapide. vas-y, raconte-moi, ça m'intéresse. Il y a deux filles qui se sont rendues dans un centre commercial pour rencontrer une troisième fille. Et l'une des trois filles venait d'acheter une voiture. C'est pour ça qu'elles ont décidé d'aller faire une petite virée. À la suite de ça, il y en a une sur les trois qui a dit « Ouais, les filles, je m'en vais. On se revoit plus tard. » La conductrice, sur le chemin, avec son autre amie, a commencé à faire des malaises. Elle a été prise de malaise et tout. Au bout d'un moment, elles se sont arrêtées. Et il y a des gens de la mosquée qui l'ont vue. Ils sont venus les voir et ils ont demandé à la fille « Qu'est-ce qu'elle a, ta copine? Elle est diabétique, elle fait des malaises vagales, qu'est-ce que c'est ?» Elle a dit « Non, je ne sais pas. Depuis tout à l'heure, on est rentré du centre commercial, on ne fume pas, on ne boit pas. Elle est prise de malaise. » On a appelé les pompiers. Une fois que les pompiers sont venus, tout était nickel. Son état était stabilisé, donc ils ne l'ont pas emmenée parce qu'elle refusait. Il y a un frère qui a pris l'initiative de faire le tour de la voiture de la fille qui était prise de malaise, etc. Il s'est baissé, il a regardé et collé sous la voiture de la meuf. C'était une nouvelle voiture au passage. Elle venait justement de la voir. Il y avait des poils, des cheveux et tout ça avec pareil... des espèces de petites incantations bien collées dans un endroit où on fouille pas, quoi, où limite faudrait mettre un cric pour s'apercevoir de ça. Il y avait cette petite sorcellerie en dessous de la voiture de la personne. Donc c'est vraiment quelque chose de pas... Les gens ils pensent que c'est rare, mais c'est quelque chose qui se fait très souvent malheureusement. Les gens aujourd'hui ils peuvent envier une personne pour du matériel, pour des biens, pour une situation, le mariage. Il y en a même qui vont par exemple voir des marabouts, par exemple, pour que deux personnes se séparent. Qui souhaitent vraiment la séparation d'un couple, quoi. Qui souhaitent le mal. C'est horrible. Et franchement, j'ai déjà constaté des situations diverses et variées dans ce type de domaine, mais franchement, des dizaines de fois. Et je pense que vous adressez à n'importe quelle personne dans un quartier, il va vous raconter une histoire. Et ce sera véridique, un truc facilement vérifiable. Un peu comme moi avec cette histoire des filles de Champigny, c'est vérifiable sur les réseaux. Merci beaucoup Akira pour cette Merci interview, c'était incroyable. Ouais, j'ai fait un petit check, ouais, c'était cool. incroyable. Je suis très heureux de l'avoir fait avec toi, on va dire. C'est incroyable mec, trop cool. Parce qu'il y a beaucoup plus d'informations et j'ai enfin pu dire tout ce qui m'est arrivé. Sur TikTok, moi, on va dire, je suis pas un professionnel comme toi et peut-être que j'avais besoin d'un interlocuteur pour pouvoir tout dire, tu vois. Et là, je me sens bien, j'ai vraiment vidé. Toute l'histoire, ouais, voilà. Et je sais que je reviendrai plus à l'avenir là-dessus, tu vois, après toi, quoi. C'est un peu la fin, le happy end, quoi. Ça finit avec toi. Cette histoire. Bah, trop bien. Ouais. J'espère que les gens ont kiffé. Soyez évidemment respectueux en commentaire, même si vous êtes la meilleure commu, vraiment, vous verrez. Enfin, tu verras, ils sont trop bienveillants, les gens en commentaire. Ils te kifferont sûrement, enfin, c'est sûr et certain même. Vous pouvez évidemment me retrouver sur Instagram, Akira sur TikTok, il vous répondra. Voilà. Ouais, Akira Diax. Voilà, c'est exactement, je le mettrai juste ici. Merci beaucoup, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle interview. C'était Léo et Akira, et on vous dit à plus. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.